Bonjour, c'est vrai. Bonjour. Tu travailles à la mairie. Je voulais savoir en quoi consiste ton travail. Alors moi, je suis chargée de mission Smart City ou ville intelligente pour la ville. J'ai commencé en septembre 2018, donc c'est assez récent. Et mon métier, en fait, c'est d'accompagner la collectivité dans la définition de sa stratégie autour de la ville intelligente. Voilà, donc peut-être la ville intelligente, ce que c'est. Ça devrait être intéressant. En fait, la ville intelligente, contrairement à ce qu'on pensait de prime abord, c'est pas que une ville connectée. Pas qu'une ville connectée ou publique. En fait, une ville intelligente, c'est une ville qui est capable de répondre aux problèmes publics en mobilisant des outils numériques, évidemment, mais aussi en mettant en place des partenariats avec l'ensemble des parties prenantes du territoire, que ce soit des autres acteurs institutionnels, des acteurs socio-économiques, bien sûr, les habitants. En fait, l'objectif ultime de la Smart City, c'est d'améliorer la qualité et les cadres de vie et de répondre au mieux aux attentes et aux besoins. Pour ça, on touche à des domaines différents. Il y a traditionnellement 6 grands domaines qui touchent à la Smart City. Forcément, la mobilité, l'économie, tout ce qui va toucher au cadre de vie et à l'environnement, tout ce qui touche au citoyen en lui-même avec sa formation, l'inclusion sociale, la réduction de la fracture, etc. L'environnement, qui est très très important dans la Smart City. Et bien sûr, la gouvernance, parce que comment on met en œuvre les actions et les politiques pour profit. C'est Quels ont été un peu étapes clés entre guillemets de ton parcours qui fait que tu arrives à la mairie? alors, en fait, la réflexion à la Smart City, à la fois récente et ancienne, en France, des premières réflexions autour de ce champ d'action. C'est au début des années 2000, où il y a des villes un petit peu comme Paris ou Lyon qui ont commencé à réfléchir un petit peu là-dessus, parce que c'est des métropoles, c'est des moyens aussi de réfléchir à ça, et qu'il y avait en interne déjà les ressources nécessaires. Donc c'est un concept qui a émergé il y a plus de 20 ans, quoi. À la base, c'était par des grandes entreprises comme IBM et Cisco qui ont commencé à développer ce concept. Et on s'est saisi de la question d'abord à travers le prix des objets connectés et vraiment du numérique, les capteurs, les compteurs électriques, tout ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de villes moyennes et même de territoires ruraux qui s'interrogent sur comment devenir un territoire intelligent, avec une dimension en plus par rapport aux pionniers de la Smart City, et une dimension citoyenne. Donc aujourd'hui, on parle de ville intelligente et citoyenne. Et c'est pour ça que, on disait tout à l'heure, c'est important de se dire qu'en fait, la Smart City, son objectif, c'est d'améliorer la qualité et le cadre de vie des habitants. Et pour ça, forcément, il faut pouvoir en trouver. Voilà. Et du coup, en fait, c'est un métier qui est assez récent, j'ai une mission Smart City, ou chercher une mission open data, tous ces trucs un petit peu autour du numérique dans les collectivités. C'est des métiers un peu émergents. On n'avait pas l'habitude de trouver dans les collectivités. Aussi parce que c'était une thématique qui n'existait pas en fait. Et donc moi, comment je suis arrivée là? Moi, j'ai une formation en sciences politiques et urbanisme. Et du coup, j'ai toujours eu une appétence pour les questions d'aménagement et de des territoires et des questions forcément de gouvernance et de comment on définit, produit et on met en œuvre une politique. Donc moi, j'ai travaillé presque 5 ans en agence d'urbanisme. Après, j'ai travaillé presque 2 ans dans un bureau d'études en développement économique et territorial. Donc, dans le cadre des différentes missions que j'ai pu faire dans ce bureau d'études, j'allais travailler sur un territoire rural à côté de Perpignan où il y avait eu 35 éoliennes installées. Et en fait, quand un territoire installe des éoliennes, il y a des retombées économiques. Voilà, ils ont une rente qui va tomber tous les ans à partir de ça. Et donc, ils se demandaient, on va avoir des retombées économiques, donc on va avoir une manne financière. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour notre territoire et pour favoriser son développement? Et en fait, en travaillant avec les collègues sur ce sujet, je proposais de travailler sur le concept territoire intelligent.
en milieu rural, côté supplémentaire, parce que quand je parle des gens, il y a forcément la connectivité, le très haut débit qui C'est ça. rentre en Et la métropole aussi, tu vas un peu faire ou plus. C'est un peu éloigné. Voilà. Donc, c'était, moi, je m'étais déjà intéressée à la question quand j'étais en agence d'urbanisme. Et puis, en fait, là, j'avais l'occasion de tester concrètement le concept. Et du coup, de proposer vraiment une stratégie pour ce territoire avec un plan d'action à plus ou moins un terme, la mise en place de partenariats, etc. Et après, j'ai vu qu'à la mairie, on cherchait un ou une chargée de mission ville intelligente. Et j'ai postulé parce que déjà, ça m'intéressait de travailler pour une collectivité. J'avais jamais travaillé pour une collectivité en étant de l'intérieur. J'avais D'accord. toujours travaillé dans une structure de conseil et d'accompagnement En des tant que collectivités. prestataire, Voilà. Euh, déjà travailler pour une collectivité de l'intérieur, c'est intéressant. J'avais vraiment envie de retourner à ce que j'avais connu au début de ma vie professionnelle, qui était je travaille pour un territoire délimité que je connais très très bien et je connais les acteurs du territoire. Et ça, c'était important pour moi parce que je pense que pour servir les ambitions et mettre en place des politiques adaptées au territoire, il faut absolument bien connaître son territoire et les acteurs. Et sur l'histoire, c'est logique propre, ce qui est compliqué quand on travaille en bureau d'études parce qu'on est envoyé sur plein de territoires différents avec plein de missions différentes. Et puis surtout, moi, ce qui m'intéressait dans les villes intelligentes à Nîmes, c'est que la ville intelligente, elle permet de brasser tout un tas de questions et de problématiques très variées. On va à la fois parler de la formation, de l'attractivité, du tourisme, de l'adaptation du territoire au vieillissement, de la santé, de la préservation des ressources, de la mobilité, de l'adaptation du logement, etc. Tout ça, ce côté très foisonnant, en fait, moi, c'est ça qui c'est vraiment transdisciplinaire, en fait. Il y a c'est pas ça. vraiment un acteur ou un service qui doit être dédié à ça. Oui, et en fait, c'est pour ça qu'en général, dans les collectivités, on n'a pas forcément un service ou Smart City. Intelligente, c'est que on a en général un pilote, donc un ou une chargée. Et après, on a des personnes dans les différentes directions, les différents services, qui vont être le contact privilégié de ce pilote. Ah, toutes ces questions-là, en fait, Voilà. elles sont- Et en fait, c'est comme ça que fonctionne pas mal de collectivités, parce que comme il faut quelqu'un qui est capable d'être curieux et de balayer différentes thématiques sans être expert sur la question, parce qu'en fait, il y a des experts dans les services de direction. L'importance du chargé de mission Smart City, c'est d'être capable de faire le relais, de créer du sens, en fait, et de se mettre un petit peu en surplomb pour avoir une vue globale et être capable de créer de la cohérence et de faire en sorte que les différentes directions se parlent entre elles. Qu'aujourd'hui, les collectivités, elles ont tendance traditionnellement, à travailler en silo. On a la direction commerce, la direction voie, la direction de la construction, etc., etc. Et ces différentes directions, elles se parlent pas beaucoup. Et traditionnellement, elles se parlent pas beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus, on travaille en mode projet avec les collectivités. Et un projet, nécessairement, il va toucher à différentes thématiques. Donc, on va devoir faire appel à ces différents métiers, en fait. Et donc, on va créer une équipe un petit peu autour de ça. Et la Smart City, c'est un peu ça. C'est un projet global et transversal qui doit transcender un petit peu ces cycles. Et c'est intéressant, le mode projet dans les collectivités. C'est le fonctionnement un peu du design. Donc, Ça a émergé dans les 2010 quand même, ça fait depuis 10-15 ans. Après, quand tu regardes les modes de faire des collectivités, même dans les années 90, t'as des collectivités qui travaillent en mode projet. Donc, c'est un nouveau mode de faire qui vient aussi un petit peu chez le privé, parce que il y a des collectivités ont de plus en plus tendance à travailler un petit peu avec les logiques privées en collectivité aussi. Il y a une logique de performance, d'efficacité, etc. Et, euh, et du coup, le mode projet est la façon de faire optimale pour atteindre l'objectif. c'est vraiment
Je vais revenir sur quelques petits éléments, notamment, comment, comment tu fais, on va dire, pour arriver sur un nouveau territoire, acquérir, suffisamment de connaissances sur ce territoire-là? Quelles sont tes méthodes? Alors, pour, connaître un nouveau territoire et en fait, moi, avant, j'étais en bureau d'études, j'avais toujours, 5-6 missions en parallèle sur 5-6 territoires différents. Donc en fait, tu acquiers, des, techniques, assez, simples et efficaces. C'est que, moi, quand j'arrive sur un territoire, que ce soit pour le travail ou, pour, le plaisir, le tourisme, c'est que je me renseigne sur, son histoire. D'accord. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à Nîmes, j'ai acheté des livres sur, l'histoire de Nîmes. D'accord. J'ai regardé, les guides touristiques, parce que voilà, t'as déjà des petits éléments de base et parce que, je considère, que, on appréhende d'autant mieux un territoire si on connaît son histoire parce que, c'est écrire le présent et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un biais disciplinaire, hein, une tradition, de sciences politiques, qui te pousse à connaître un petit peu, l'histoire de ton territoire pour comprendre à la fois comment il s'est développé, mais aussi les jeux d'acteurs. En fait, tes jeux d'acteurs, ils sont aussi dans un héritage, local et donc moi, je commence par ça, m'intéresser un peu à l'histoire du territoire, à l'histoire de son développement, et après, j'essaye de trouver des études, des rapports, sur, ce territoire pour avoir un petit peu, une vision, de son évolution dans des domaines spécifiques et pour ça, soit tu peux regarder, des documents d'urbanisme comme, le SCOT et parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement rural, donc des documents d'urbanisme ou alors, si, il y a une agence d'urbanisme, en fait, tu peux aller sur le site internet de l'agence d'urbanisme et là, tu peux récupérer tout un tas de documents qui ont été produits et qui vont vraiment te donner une, bonne vision parce que l'agence urbaine, elle travaille sur un rapport, développé et ça, c'est une bonne chose. Non, non, c'est super intéressant. Sur l'histoire, vraiment, des gens urbains. Ça, pour avoir une vision globale sur un territoire. Nous, c'est vrai que dans les études sociales, on a tous passé à enfin, faire appel tout simplement à des sociologues ou à des anthropologues pour cette partie-là. Ou essayer peut-être de faire, même si je pense qu'on a certains biais dans le design par rapport à ça, à experts, on va dire, et chercher des informations sur un territoire. Et c'est intéressant de pousser. Mais je pense que, vous faites bien de faire appel à des sociologues, anthropologues parce qu'en fait, on voit que c'est vraiment des disciplines qui se complètent et après, je pense que, quel que soit son métier, sa discipline, ses compétences, heu, la curiosité envers le territoire, elle est essentielle, en fait, pour l'appréhender. Ça, c'est un état d'esprit, c'est pas disciplinaire. Oui, C'est, c'est ce qu'il y a à faire, en fait. C'est un peu spontané. Là, si tu l'as pas, enfin, c'est ça. comment tu fais, toi, pour nourrir ta curiosité pour un premier pas? Heu, En fait, à partir du moment où, ton métier, c'est de, travailler sur, le développement territorial et donc le développement de ce territoire, dans toutes ses composances, heu, que tu sois agent d'une collectivité ou prestataire pour une collectivité, ton rôle, c'est de travailler sur des politiques publiques à mettre en place en faveur des habitants. Donc à partir du moment où tu dis que tu dois travailler pour les habitants, tu as une sorte de devoir moral à essayer de proposer des actions ou des politiques publiques qui vont être le plus adaptées aux besoins des habitants. Donc en fait, tu enfin, j'ai l'impression que tu pas besoin de nourrir ta curiosité, c'est que, à partir du moment où ton objectif est de proposer quelque chose qui soit vraiment adapté au territoire sur lequel tu travailles et essayer de pas calquer des méthodes que tu as pu mettre en place sur d'autres territoires et cetera. En fait, ça fait partie intégrante de ton travail de t'intéresser à ce territoire, à ses composantes, à comment il fonctionne, à comment il est vécu, par qui Oui, donc en fait, ça vient de ça. moi, je pense que ça vient de ça et je pense que c'est important, parce que sinon, tu as tendance à proposer, des solutions clés en main que tu vas adapter à chaque territoire, alors qu'en fait,
Nîmes n'a pas forcément les mêmes besoins que Rennes et enfin voilà, parce que c'est pas la même position géographique, c'est pas la même histoire, c'est pas la même population, etc. Je suis sûre que c'est logique. C'est vrai que c'est intéressant de voir ça, que on se rend compte qu'il y a des politiques qui sont menées ou qui sont en fait un peu calquées les uns sur les autres. On essaie de faire du patchwork en mode, ah, ça va marcher. C'est ça. Alors que pas du tout et l'histoire ne fonctionne pas ou tout simplement qu'il y a même pas parfois l'acteur sur ce territoire-là qui peut mener le projet. Après, ça n'empêche pas d'aller voir ce que les autres font ailleurs et de s'en inspirer. Aujourd'hui, en plus, une composante essentielle du travail à la fois des bureaux d'études, agences urbaines et agents des collectivités, c'est quand même de faire ces fameux benchmarks où tu vas aller voir un petit peu sur d'autres territoires ce qui se fait. Ce qu'il faut faire, c'est toujours avoir conscience des spécificités de ton territoire et des spécificités du territoire sur lequel il y a eu ces politiques qui ont été mises en place et essayer de voir comment tu peux adapter et pas transférer tel quel. Donc, c'est toujours d'où l'importance de bien connaître son territoire, ses acteurs, son histoire. Et là, on va plus parler en fait, du travail, de ce que tu fais. Quelle a été peut-être la différence entre le fait d'être dans une agence, voilà, et maintenant, en fait, d'être vraiment dans une collectivité par rapport au travail que tu mènes? La principale différence, je pense, entre travailler dans un bureau d'études ou dans l'agence urbaine et travailler en collectif, c'est que moi j'ai redécouvert en arrivant en collectivité le plaisir de faire des recherches, de lire, d'avoir le temps de réfléchir, ce que j'avais un peu perdu en bureau d'études. En agence urbaine, non, pas du tout. En agence urbaine, on connaît son territoire, on prend le temps de réfléchir. Moi, j'ai redécouvert ce plaisir et en fait, c'est essentiel, hein, parce que quand tu travailles sur un concept aussi foisonnant que la Smart City, t'es obligé d'avoir un temps de réflexion avec toi-même et d'appropriation pour voir comment toi tu vas définir ça pour ton territoire. Qu'à la fois tu dois travailler sur le concept de Smart City et tu dois t'approprier un territoire que tu connaissais pas. Même quand je suis arrivée, je connaissais côté touristique, mais je connaissais pas tout un tas de composants du territoire. Donc en arrivant, il a fallu que je me documente sur le territoire et que je parfaire mes connaissances sur la Smart City dans toutes ses composantes. Ce qui m'a permis de m'approprier le concept et aussi de commencer à réfléchir sur qu'est-ce que ça peut être la Smart City. C'est la différence principale entre bureau d'études et collectivité, c'est qu'en collectivité, on a le temps de réfléchir, de s'approprier les outils pour servir au mieux son territoire. Selon toi, en fait, la nouvelle fonction qui s'occupe à quelle place, on va dire, pour la ville de Lyon? Alors, je sais pas si je peux répondre à la question. C'est que je pense qu'en fait, à Nîmes, ils ont fait appel à un chargé de mission ville intelligente parce que à un moment, ils se sont dit, nous, on a tout un tas d'outils, de projets qu'on a développés dans les différentes directions de la ville. On a, par exemple, à Nîmes, on a un système de vidéoprotection qui est performant. On a un système d'éclairage qu'on peut adapter en fonction du passant, de la cité extérieure dans certains quartiers. Super intéressant. En fait, ils se sont dit, on a tout un tas de choses qui existent déjà sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et est-ce que ces différents outils et projets, ils sont matures? Comment on les utilise? Et comment on passe de ces petites bribes à la construction d'une stratégie globale? Donc, en fait, moi, je suis arrivée parce qu'à un moment, ils se sont dit, on a tout un tas de choses qui s'est développé de façon ponctuelle, absolument pas concertée, absolument pas cohérente et sans vision globale. Maintenant, on va construire une vision globale en s'appuyant sur ce qu'on a déjà et du coup en définissant la stratégie, en prenant appui sur ce qui existe déjà, donc un peu a posteriori, mais en essayant aussi d'avoir une vision du futur du territoire. Donc, voilà, moi j'arrive un peu à ce moment-là où on se dit,
on a tout un tas de choses et en fait, on pourrait se revendiquer ville intelligente parfois bien plus que certaines villes qui pas mal de communication sur le fait que c'est des territoires intelligents. Mais nous, on n'en parle pas. Euh, nous, on n'a pas de stratégie cohérente, alors qu'en fait, on a plein de choses et qu'on pourrait vraiment communiquer là-dessus et montrer qu'en fait, on n'a pas à rougir, quoi. Voilà. C'est super intéressant parce que c'est un peu comme certains laboratoires d'innovation ou la recherche et développement qui vont voir plein de petits trucs et d'un coup, il faut leur trouver un peu un usage, une fonction. Et en fait, aujourd'hui, t'as des outils qui sont à Nîmes qui sont utilisés par un service. Et peut-être qu'en fait, cet outil, on pourrait l'utiliser dans un autre service pour mettre en place une autre politique publique et que, sauf que l'autre service n'est peut-être pas au courant qu'il existe cette politique. Donc voilà, en fait, mon rôle, ça va être un peu ça dans les mois à venir, c'est travailler avec l'ensemble des services de la ville à l'utilisation optimale des outils qu'on a déjà sur le territoire et à essayer de faire en sorte que les différentes directions, en fait, elles communiquent entre elles et que, en casse, je disais tout à l'heure, cette logique de silo. Parce que dans Smart City, il y a Smart Gouvernance D'accord. et c'est important de travailler en bonne intelligence parce que en fait, le chargé de mission de Smart City, il est rien sans les services. Il fera pas la stratégie tout seul. Au contraire, en fait, il va s'appuyer sur l'expertise des différents services parce que eux, ils ont une expertise métier que le chargé de mission de Smart City n'a pas. Tu es plus en fait dans la transversalité. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu crées vraiment du lien à la fois avec ce que tu développes, avec les autres et on avait parlé une fois, mais d'accompagnement ici au changement, et même Ouais. aux méthodes d'organisation, et en même temps un aspect très tourné vers le citoyen, la participation. Je trouve ça intéressant d'avoir les deux aspects en même temps. Donc, Ouais, et il y a le côté transversal et effectif essentiel, à la fois transversal en interne à la collectivité pour les services, et à la fois transversal dans les thématiques et la réflexion à mener. Et, euh, et ça, c'est bien, en fait. Finalement, c'est bien que j'ai pas une spécialisation disciplinaire très forte, que je sois pas, par exemple, spécialisée sur les questions logement, parce que, en fait, si j'étais une experte sur le logement, bah, je passerais peut-être à côté de choses. Donc, finalement, la formation disciplinaire est pas mal là-dessus. Et après, comme, comme l'objectif de politique publique locale, c'est quand même de servir aux citoyens, c'est écoute. Et pour l'adresse écoute, il y a différents outils. C'est soit on fait de la consultation, donc, ça c'est classique, quoi. minimum. Ouais. On fait de la consultation, on peut faire de la concertation, on peut faire de la construction, on peut aller avec des sondages. Voilà, il y a tout un tas d'outils. Puis, je trouve que dans les collectivités, aujourd'hui, on redécouvre un petit peu l'importance de s'adresser aux citoyens et l'importance de comprendre ses attentes parce que place d'une époque où la concertation des habitants était un petit peu une obligation légale avec sur les quartiers politiques de la ville. Il y avait un volet concertation habitante. Et du coup, voilà, on faisait un peu cette concertation en se disant, on l'a fait, C'est un peu obligatoire. voilà, Comme ça. avec pas forcément ambition et puis surtout un a priori. Et quand je dis collectivité, c'est aussi les bureaux d'études qui organisaient cette concertation. Voilà, c'est globalement les acteurs étaient assez sceptiques sur l'intérêt de la concertation. Et je trouve qu'aujourd'hui, les collectivités, elles redécouvrent l'importance c'est l'intérêt de l'usager et celui qui vit la ville et qui fait la ville. Et ça, je trouve ça chouette parce que ça ouvre tout un champ des possibles. Que quand on est à l'intérieur de la collectivité ou quand on travaille pour la collectivité, on ne rend pas forcément compte parce que nous aussi, on est habitués à notre mode de pensée, à des choses qui nous paraissent logiques à nous parce que on est dedans et on maîtrise le vocabulaire, on maîtrise l'organisation, etc. Ce sont pas évidentes en fait pour l'usager lambda. Et c'est important si on veut répondre à ses attentes, ses besoins, de se mettre à sa place en fait et d'avoir une certaine empathie avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est passionnant, en fait.
Vraiment, tu reprends, en fait, les composants du design. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est fait aussi de l'intérieur. C'est pas forcément un acteur extérieur qui vient. Et, on va passer, sur la partie un peu plus, liée à la conclusion. Et selon toi, en fait, qu'est-ce que tu penses, en fait, par rapport à la place du design social, voilà, pour les collectivités? Quel est l'enjeu? Parce que ton métier se rapproche beaucoup de ça, mais en même temps, il est assez différent quand on regarde bien. Alors moi, je pense que le design social a une place importante pour les collectivités aujourd'hui. Et je pense qu'on redécouvre l'importance de cette discipline. Je pense que ce qui est important dans le design social et dans les méthodes utilisées, c'est que ça sert la collectivité à la fois en interne et en externe. Alors, en externe, parce que ça permet justement de faire ce pont avec l'usager, avec le citoyen, avec des méthodes de concertation, de construction un peu plus fun et ludique hein, quand même qu'on pouvait faire avant. Ça permet de se mettre à la place de l'usager parce que il y a des méthodes d'animation, des petits jeux, etc. qui forcent à l'empathie. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça te force à te mettre à la place d'eux. Et ça, je trouve ça bien. Et je pense que ça sert en interne à la collectivité, notamment pour réfléchir à des nouveaux modes de recherche, pour innover. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités, elles doivent innover. Il y a une sorte d'injonction à l'innovation pour les collectivités parce que on a une réduction des finances publiques, et ça, c'est pas nouveau. Et ça risque de s'aggraver parce que s'il y a plus de taxes d'habitation, il y a grande partie des ressources financières des collectivités qui disparaissent. Si l'État dit qu'il va pallier ce manque, bah, il va y pallier pendant combien d'années, on ne sait pas. C'est vrai, c'est ça. Donc aujourd'hui, en fait, ces collectivités, elles sont obligées d'y je pense que le design social est un bon moyen de favoriser l'innovation en interne, de favoriser un petit peu l'émulation et justement aussi en forçant les différents services à travailler entre eux, en fait, le côté très transversal permet cette émulation. Je pense que ça, c'est chouette parce qu'en plus, le design social, pour moi, il peut aussi permettre d'accompagner les gens et d'accompagner les agents dans ces moments de réflexion. Et ça me fait me soulever une question, mais je sais pas si tu pourras réellement y répondre. Mais du coup, actuellement, quelle est la différence entre ce que toi tu fais et ce qu'un designer fait, par exemple un designer social? Je peux dire ce que moi je fais. Je pense Oui. que je suis pas. Je pense que comme je suis pas designer sociale, j'aurais du mal à expliquer en fait aussi comme toi. C'est quoi ton métier? Donc, ce que moi je fais en fait, mon rôle c'est de travailler sur la définition d'une stratégie de développement territorial. D'accord. En fait, c'est ça. Ok. Et il se trouve que là, je travaille sur une stratégie de développement territorial autour de la Smart City. Mais avant, dans d'autres fonctions que j'ai pu avoir dans d'autres structures, j'ai travaillé sur une stratégie de développement territorial autour de l'agriculture, autour de l'économie, autour de plein de domaines différents. En fait, j'ai travaillé sur une stratégie de développement d'un quartier, de la ville, voilà. Mais c'est le côté moi, j'accompagne la collectivité à définir ses ambitions et ses objectifs de développement. Et une fois qu'on a défini quelle est l'ambition de la collectivité, quels sont mes objectifs et à quels enjeux de développement pour mon territoire je veux répondre, là, on définit quelles actions pour répondre à ces enjeux. Et dans ces actions, on va définir ce qui va être à court, moyen ou terme. Et en fonction des actions, on va définir aussi avec qui on va les mener, on a besoin de qui, de quel acteur, voilà. Donc c'est après à toi de me dire ce qui est ton métier. Non, mais du coup, je vois plus les différences. C'est qu'en fait, toi, tu interviens vraiment de façon globale, en fait. Large que le design. À part si on parle du design d'organisation, là, on va un peu être au même niveau, mais encore de façon très différente. C'est que toi, une fois que tu as établi la stratégie, en fait, c'est ça qu'on a besoin d'avoir un schéma un peu clair, Voilà. parce que parfois, quand on va intervenir dans le collectif,
les objectifs sont pas forcément clairs. On avait déjà parlé des faire de la piste cyclable ou ça dépend. Est-ce qu'on fait une piste cyclable pour améliorer la mobilité ou est-ce qu'on l'a fait pour Ça. inciter au sport? C'est pas du tout les mêmes enjeux Et elle peut c'est servir à tous ces enjeux. ça en fait. Voilà, Et encore faut-il en être. c'est ça. Voilà. Et en fait, on va intervenir après plutôt en fait. Au moment où toi tu as un peu des objectifs clairs, on va arriver dans l'accompagnement et dans la construction de ce projet. Donc vraiment dans la phase où on va créer des idées. On est vraiment plus sur une démarche projet. Même si en fait par le projet on accompagne le changement. Voilà. Donc, vraiment sur on part d'un plan A, d'un problème par exemple, faut voir une piste cyclable, quels sont ses enjeux et à la fin où on va aller jusqu'au prototypage, on va faire un état, une sorte de maquette de par exemple de la piste cyclable, tester et vraiment la mettre en place en fait. D'un côté très pratique en fait sur Oui, lequel c'est très opérationnel. c'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est que ça se complète. C'est ça en Nos, fait. Voilà. nos métiers se complètent et ça rejoint tout l'intérêt que je voyais dans ton métier. Ce qui est bien, c'est avoir ta vision. Ça fait penser que quand on est une collectivité et qu'on fait appel à des designers, il est important de pas se tromper sur le moment où on fait appel à eux. Ah, tout à fait, je suis d'accord, ouais. Là, c'est vraiment un point qui est global. Nous, en tant que designer, on va intervenir peut-être sur, allez, un an, c'est vraiment un bon marché. Et la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est 3 mois, 6 mois. C'est des périodes de temporalité hyper courtes sur un projet. Souvent, peut-être au début du lancement ou parfois le projet est déjà là pour le rebooster. Un projet peut durer 1 an, 3 ans. Et là, ça pose vraiment des questions, en fait. Et s'il n'y a pas de stratégie globale, il y a un travail vraiment sur le transfert de méthodes que les agents puissent, en fait, s'en occuper après. Tout le travail fait en amont sert à rien. Ouais. Et en fait, il y a différents problèmes dans ce que tu soulèves. C'est que, déjà, pour une collectivité, faire appel à un prestataire, ça coûte cher, même pour 3 mois. À partir de un contrat long, ça coûte encore plus cher. Que peut-être que finalement, ton métier est assez méconnu dans les collectivités. Tu vois, un intérêt certes, mais qu'on ne capte pas très bien. Ce qui réduit aussi l'appétence des collectivités pour faire un marché long avec un véritable accompagnement. Et aussi, bah, des fois, en fait, on a un effet de mode et que il y a une collectivité qui se dit tiens, ce serait sympa de faire appel à un designer social, on va voir ce que ça donne, on fait un petit contrat de 3 mois parce que la collectivité à côté l'a fait. Voilà, C'est ça qui est vrai. Et je trouve, en fait, que ça, c'est comme, là, on a vraiment le diplôme une sociologue. Et je pense qu'en fait, une sociologue qui, humaniste, une personne, en fait, qui soit vraiment en charge de la stratégie. Histoire qu'il y ait vraiment cet accompagnement assez transversal, qui soit sur tout le projet, et que ce soit pas que de façon ponctuelle. Parce que c'est ça un peu qui est difficile avec le design social. Par moment, j'ai l'impression qu'il peut intervenir avec certains collectivités en lancement sur certains problèmes, mais qu'il y a tellement d'autres trucs à régler en termes d'organisation, je veux dire rien qu'en interne, que pour qu'il y ait un projet parfois se mette vraiment en place, ça nécessite vraiment d'y aller de façon plus conséquente. Après, tu sais, les collectivités, elles sont en pleine, même au niveau organisationnel, ou métier aussi. Il y a des métiers qui apparaissent, il y a des métiers qu'on aurait jamais soupçonnés il y a quelques temps dans les collectivités. Peut-être un jour, le designer social, il aura toute sa place dans une collectivité. Bah, il y en a quelques-uns, mais c'est un peu plus disparate en fait. Parce que pour l'instant, il n'existe pas de fonction de poste très claire, on va dire, qui définit le designer comme étant faisant partie. Ça n'empêche pas qu'il y en ait qui y soient, mais c'est des contractuels. Et après, leur place, c'est beaucoup plus simple de les intégrer quand ils font partie d'un laboratoire d'innovation, tu vois. Et parce que je pense aussi que ce qui est important dans votre métier, c'est d'arriver avec un regard extérieur. Parce que si on veut faire évoluer les modes de faire, changer, etc., il est parfois plus simple d'arriver en tant que prestataire extérieur. Parce que si on met un bon coup de pied dans la fourmilière, ça passe mieux parce qu'on a été embauché pour ça. Que si on est un collègue en interne, t'as pas la même posture, t'as pas la même marge de manœuvre et du coup tu peux pas agir de la même façon. Quand t'es en interne, faut être plus diplomate, voilà. Et c'est valable pour tout, hein, dans ta vie comme dans ton métier en fait. Non, c'est vrai que c'est intéressant.
c'est vrai, cette position du design un peu extérieur. Et en même temps, quand on est à l'intérieur d'une collectivité, ça peut être frustrant pour un designer. Et toi, le designer, son là, c'est de concevoir des choses, de créer, c'est d'arriver dans une idée et de la faire aboutir assez rapidement, on va dire, sur le terrain, tandis que dans une collectivité, c'est tellement long parfois. Mais en fait, Je t'as des c'était temps, plus, en fait, facile. t'as des temps de validation. Et c'est normal, hein. C'est sûr. Faut quand même faire attention à comment on dépense l'argent. Effectivement. Surtout quand Problème il sera parfois. réussi. Donc, Oui. voilà, donc c'est normal. C'est normal que dans les collectivités, les temps soient rallongés parce qu'en fait, tu dois passer différentes strates de validation jusqu'à ce que ça arrive vraiment au DGS, au maire, qui peut trancher. Tu vois, donc c'est important quand même. Alors peut-être que des fois, il y a des temps qui vont se raccourcir et t'as des choses qui sont un peu incompressibles. Voilà. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas forcément le temps de validation en lui-même, puisque ça, c'est normal, mais c'est plus quand tu n'as pas un seul interlocuteur, en fait, dédié, et que tu parles à 15 000 personnes, et que 15 000 personnes qui sont pas forcément la personne qui va valider événement, tu vas essayer de leur demander leur accord, leur avis, et que t'as pas une personne, un peu comme ton métier, voilà, où on peut te parler directement, et tu sais que ça va avancer, vu que t'as un interlocuteur spécifique sur le projet. Oui, et en même temps, même si tu as un interlocuteur spécifique, cet interlocuteur spécifique agit de concert avec ses collègues. Mais par contre, effectivement, en tant que prestataire, tu peux avoir un interlocuteur qui se fait le relais parce que la décision n'appartiendra jamais totalement. Enfin, c'est normal, en Oui. fait, on travaille en équipe. Il faut toujours penser collectif. Mais en fait, en collectivité, moi, je considère que tu travailles pour le bien commun et l'intérêt général. Donc, si tu penses pas collectif, Oui, c'est tu te laisses à côté de quelque chose. Ma dernière question, ça serait, vous avez vu vraiment on va dire que ça a pas mal d'avantages, en fait, par rapport au métier que tu as et ta position actuelle. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés, peut-être, dans ton métier, des choses qui, pour toi, ont été difficiles, en fait? Euh, alors, ma première difficulté, en fait, ça a été justement ce qu'on vient de parler, la question du temps. Parce que en tant que, comme j'avais un passé de prestataire, j'avais pas forcément pleinement conscience, même si j'allais lire, l'étudier et le vivre de l'extérieur, de l'intérieur, des questions de temps, de validation, de hiérarchie, etc. J'y étais pas préparée. Et puis tu fais avec, parce que c'est pas parce que t'as lancé un truc qui doit être validé que tu peux pas avancer sur autre chose. Donc c'est pas grave du tout. Gestion du temps, Voilà. différent. C'est juste qu'au lieu d'être toujours dans l'urgence et dans l'action, comme tu peux l'être en bureau d'études, bah, là tu proposes quelque chose qui va être discuté dans telle ou telle instance, qui sera validé ou pas. Et entre-temps, toi, tu peux avancer sur t'avances tes pions progressivement et différemment. Ça, après, la difficulté, c'est à la fois une difficulté et un avantage. Euh, du poste que tu occupes, c'est que je suis rattachée à aucun service. Donc, je suis dans une direction générale aussi, voilà. Cette direction générale, elle est différente dans différents services. Et moi, en fait, je suis un peu un électron dans cette direction générale. Ce qui est super parce que du coup, moi, je peux me balader dans les différents services, à la fois de cette direction-là et aussi des autres directions. Et c'est justement mon rôle, en fait, d'avoir ce côté transverse. Et en même temps, quand je rencontre des gens et que je dois expliquer qui je suis, ce que je fais, en fait, dans une collectivité, on est toujours identifié par rapport à son service et à sa direction. Donc cette logique de silo, en fait, elle est inscrite dans ton ADN d'agent, si tu veux. Et du coup, moi, je rentre dans aucune case. Ce qui est à la fois un avantage, parce que voilà, c'est l'objectif de ma mission. C'est très bien, moi, ça me va bien. Et en même temps, quand tu dois te un peu, C'est sûr. voilà. Je pense qu'à terme, c'est un peu ma dernière question, c'est que je pense qu'à terme, les collectivités vont évoluer davantage dans ce sens et avoir davantage des personnes qui sont un peu plus dans l'électronique avec des positionnements plus transversaux. Il y en a de plus en plus. Je suis pas la seule, hein, à la mairie, je suis pas la seule. Voilà.
tu voudrais me partager des réflexions et des questionnements sur peut-être la place de ton futur métier ou des collectivités? C'est-à-dire quelque chose sur lequel, en fait, tu aimerais vraiment réfléchir ou qui, toi, en fait, a vraiment de l'importance? Notamment thématique qu'on peut aborder dans la Smart City. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement et ce qui m'intéresserait, parce que ça paraît important, c'est les questions environnementales. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de vie intelligente sans parler de durable, et que de toute façon, c'est un enjeu majeur du développement de nos sociétés. D'autant plus que si on regarde un petit peu les dernières études qu'il y a eu chez des habitants, et là je parle au niveau national, les dernières études qu'il y a pu avoir sur quelle serait votre ville idéale, en fait, ce qu'on voit, c'est que la place de la nature est très importante. À Nîmes, on a la chance d'être la 5e ville de France en termes de superficie d'espace vert par habitant. Ah, c'est fou, ça, vraiment. Alors pourquoi? Pourquoi? C'est parce que le territoire de Nîmes est très très étendu. Et que tout le nord de Nîmes, c'est la garrigue. Voilà. Donc il y a ce chiffre, alors que même que si on regarde l'espace public dans la ville, c'est assez minéral. Dans une ville où il fait chaud l'été, ça pose des questions sur les îlots de chaleur, sur l'adaptation de la ville au changement climatique, etc. Ça, moi, c'est une question qui m'intéresse et je pense qu'on ne pourra pas passer à côté dans les années à venir. Et ce qui va avec cette question, c'est la question de la mobilité et des déplacements. Parce que moi, je trouve qu'à Lille, la voiture a une place très très importante dans les déplacements et sur les publics. Et je pense qu'on travaille là-dessus. Et, développe les alternatives. Aujourd'hui, il y a des choses, il y a des réflexions à faire, et c'est très bien. Voilà. Et après, sur les collectivités, j'ai l'impression que les collectivités, elles doivent faire face à un certain nombre de légitimité, à la fois des administrations centrales avec un État qui leur en demande de plus en plus avec de moins en moins de ressources financières pour faire de façon un peu caricaturale. Et de l'autre côté, les habitants qui, des fois, voient pas bien l'intérêt de tel ou tel outil et font pas forcément la différence entre la commune, l'intercommunalité, la communauté, la commune, etc., etc. Donc, en fait, il y a une sorte les collectivités, elles sont un peu prises entre ça, entre je dois agir pour le bien de mes habitants, tant je dois montrer à l'État que je respecte aussi un peu ces directives. Et des fois, la collectivité, elle est un peu prise entre ces deux faits. Les collectivités, elles sont en train de s'adapter. Et pour s'adapter, elles réfléchissent à des nouveaux modes d'organisation, à de nouveaux métiers. Elles s'approprient des nouvelles thématiques. Et il y a une question qui émerge aussi de plus en plus au niveau de l'intercommunalité, c'est la question de la solidarité territoriale. Et la solidarité entre les communes et l'intercommunalité. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça pose aussi la question de l'inclusion, de la solidarité, à la fois sur les questions sociales, aussi tout ce qui est autour de la mutualisation de compétences, d'agents. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet, par exemple, à des petites communes de bénéficier de l'expertise d'un agent de la centre, mais parce qu'il est mutualisé en fait entre les deux, d'évoluer vers la collectivité, elle est amenée aujourd'hui à se transformer et à innover à la fois dans les politiques qu'elle va développer, étudier, concevoir et mettre en œuvre, soit dans son organisation en elle-même. Et quand tu regardes un petit peu comment les collectivités évoluent, et ce sera intéressant de lire des articles universitaires dans quelques années, je pense que c'est en train de changer. Et cette image des collectivités de rien d'un peu sclérosé qu'on peut avoir en tête à cause de discours un petit peu alarmistes, et puis un petit peu anti territorial et tout ça. Je pense qu'il faut vraiment se dire que les collectivités aujourd'hui, c'est sûrement les plus à même de réfléchir au bilan de leur territoire. Non, c'est vraiment intéressant de voir cette idée.
sur ton métier, la place, l'avenir en même temps des collectivités qui sont pas mal criées. Ça n'engage que moi. Hein. Non, je sais, mais c'est intéressant de voir un petit peu quels sont les acteurs, quel avenir en fait se projette dedans. Donc c'est intéressant de voir quel message est véhiculé, quelles sont les envies, et de voir que ça bouge aussi de l'intérieur, c'est assez rassurant. Ça bouge de l'intérieur et puis surtout les collectivités, elles ont tendance à monter en compétences de plus en plus. Qu'avant c'était réservé à grandes agglos, métropoles. À Lyon par exemple, t'as un logiciel d'organisation qui danse, t'as tout un tas de métiers dans la collectivité qui se sont développés bien avant que ça se développe dans des collectivités de taille plus modeste. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les villes moyennes, elles se mettent en ordre d'action et qu'elles y vont, quoi. D'accord, oui, ça se développe partout. Ouais. C'est plus réservé aux grandes villes et c'est bien de voir que les collectivités, elles innovent, elles évoluent et qu'il y a des nouveaux métiers qui émergent en fonction des besoins. Capter les besoins du territoire et de ses usagers, c'est important parce que ça permet de faire évoluer en interne, son organisation, etc. Parfait, merci pour ce podcast, Sylvaine. Merci à toi.